Bien, bonjour à tous. Merci aux courageux qui sont venus écouter cette conférence qui s'intitule Facteurs psychologiques dans le chômage. Je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre de travaux que j'ai réalisés avec mon équipe au cours des 10 dernières années, et principalement avec deux de mes collègues principaux, le docteur Anne Pignot qui est psychologue du travail et le docteur Raymond Myers qui est docteur en sociologie. Alors, quelques mots pour me présenter, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis donc professeur de psychologie cognitive différentielle. C'est un terme assez complexe. Donc, je m'intéresse aux mécanismes cognitifs et intellectuels. Et je mets ça en relation. 3 caméras plus un enregistrement. Je m'intéresse donc aux différences inter- et intra-individuelles dans ces mécanismes cognitifs et intellectuels. C'est-à-dire que je vais regarder quelles sont les différentes stratégies qui sont utilisées par des personnes différentes pour résoudre une même tâche, ou alors regarder sur une personne ou plusieurs personnes dans des tâches différentes, comment elles vont réaliser ces tâches qui sont dites d'intelligence supérieure. Alors mon parcours, avant les années 90, j'ai travaillé en France dans l'insertion professionnelle, en particulier pour les jeunes à faible qualification. Puis entre les années 90 et 2000, j'ai été responsable du département formation, éducation, emploi au CEPS, à Differdange. Et pendant ce laps de temps, j'ai beaucoup eu de collaboration avec l'administration de l'emploi, en particulier avec Madame Scholtus, qui est présente aujourd'hui. Et nous avons élaboré et j'ai développé avec mon équipe, en partenariat avec les administrations et les ministères, le bulletin de l'emploi qui paraît tous les mois et qui donne les chiffres officiels de l'emploi et du chômage au Luxembourg. À partir des années 2000, je suis entré comme professeur au centre universitaire, puis à l'Université du Luxembourg, et nous avons continué les collaborations avec le ministère du Travail et l'administration de l'emploi pour travailler sur le chômage, et en particulier sur le chômage de longue durée. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous présenter les résultats de 3 recherches qui sont les recherches principales. La seconde a été d'ailleurs financée par le Fonds national de la recherche au milieu des années 2000. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu le programme de recherche qui nous intéresse et les perspectives que l'on a par rapport à ces travaux. Et nous espérons que la collaboration avec le ministère du Travail et l'administration de l'emploi va continuer pour que nous puissions aller un petit peu plus loin. Trop vite. Alors, si on regarde les courbes du chômage, donc ce graphique est issu directement du bulletin d'emploi, on voit qu'effectivement, entre les années 2006 et 2013, il y a eu une forte augmentation du nombre de chômeurs. On était à un petit peu autour de 8000 au début des années 2000 et on passe à pratiquement 17-18 000 dans les années 2013. Si on regarde l'évolution maintenant du chômage de longue durée, on voit qu'au début des années 2000, on était à peu près 20% de chômeurs de longue durée, avec une augmentation jusqu'à 35% en 2008. Et si on regarde les derniers chiffres qui ont été produits par le Statec, on s'aperçoit qu'en 2013, on atteint les 40%. Donc une forte proportion des chômeurs deviennent chômeurs de longue durée. Alors, les chômeurs de longue durée sont les personnes qui sont inscrites de manière consécutive depuis au moins 12 mois dans les services publics de l'emploi. Maintenant, si on regarde la courbe de la population active et la proportion du chômage de longue durée, eh bien, on voit que ça atteint 2,5% de cette population active. Alors, pour les personnes qui auraient des questions quant à ancienne série, nouvelle série, c'est simplement parce qu'en 2006, il y a eu un nouveau mode de calcul du chômage pour justement permettre des comparaisons internationales et en particulier les comparaisons européennes. Mais vous voyez que l'écart est très très faible, c'est quelques dixièmes de pourcent qui fait la différence. On est autour de 2,5% de la population active en 2012. Donc le chômage a augmenté, un nombre très conséquent, 18 000, on est autour de 7% de chômage, et on voit que 40% des chômeurs deviennent chômeurs de longue durée. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que ces personnes deviennent chômeurs de longue durée et quelles sont les remédiations, c'est-à-dire quel est le soutien, quels sont les apports que l'on peut apporter pour changer cette situation.
Première recherche qui a été réalisée fin des années 90 à l'administration de l'emploi était une étude qui a été faite avec les éducateurs gradués de l'administration de l'emploi. Donc, je n'ai pas mis les noms parce qu'on était presque une dizaine. J'ai simplement mis le mien, puisque c'est moi qui fais la conférence. Et vous retrouverez facilement le nom des autres personnes. On s'est posé la question de comprendre comment on pouvait expliquer le chômage de longue durée. Alors, l'idée était bien sûr d'utiliser des caractéristiques que l'on utilise habituellement dans les études économétriques, donc des caractéristiques professionnelles, la formation des personnes, et économique, est-ce que les personnes touchent de l'argent, prendre également le contexte dans lequel on se trouvait à l'époque. Et l'idée était en fait de rajouter un certain nombre de dimensions psychologiques et sociales pour essayer de mieux comprendre cette situation de chômeurs de longue durée. Donc les dimensions qui ont été observées au niveau psychologique et social étaient, entre autres, les démarches personnelles. Donc quelles sont les stratégies que les chômeurs mettent en place pour retrouver un emploi, pour avoir une réinsertion. Également des questions sur la projection dans l'avenir, comment les personnes se perçoivent à quelques mois, à un an, à plusieurs années. Également des dimensions telles que les capacités relationnelles, comment les gens entrent en communication avec les autres, ont des relations avec les autres, et tout un ensemble d'autres questions. À l'époque, il y avait 1000, le chiffre est pile 1000 chômeurs de longue durée quand on a fait l'étude, et on a réussi à rencontrer 777 chômeurs en interview face à face pour 1h30, 2 heures, à leur poser des questions pour comprendre un petit peu mieux. Donc c'était des questions qui étaient assez ouvertes et on laissait les personnes s'exprimer. Les résultats de cette étude, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a en fait 4 caractéristiques importantes qui marquent le chômage de longue durée et qui peuvent être considérés comme un obstacle pour le retour vers l'emploi. Le premier, c'est qu'il y a peu ou pas de démarches personnelles. Autrement dit, les personnes qui étaient chômeurs de longue durée à cette époque ne contactaient pas les entreprises, ne répondaient pas à des offres, n'envoyaient pas de CV. Et donc, on peut imaginer que ça, c'est un biais pour retourner vers l'emploi. Deuxième caractéristique, des dimensions psychosociales comme la projection dans l'avenir et les capacités relationnelles sont peu importantes, voire inexistantes. Les personnes, quand on leur pose la question, non seulement au niveau professionnel, de nous expliquer ce qu'ils pensent faire dans quelques mois ou dans un an, eh bien, ils n'ont pas de projet. Ni de projet de loisirs, ni de projet de famille, ni de projet professionnel, bien sûr. Au niveau des capacités relationnelles, on a eu aussi des résultats qui montraient que les personnes allaient de moins en moins vers les autres, ne faisaient plus partie d'associations, ne rencontraient pas d'autres personnes qui étaient salariées, restaient seules, ne voyaient plus la famille. Et donc, on peut penser que ça c'est également un biais par rapport à la réinsertion. Au niveau de la santé, il y avait tout un ensemble de questions et les personnes se jugent généralement en mauvaise santé. Alors, j'ai mis en mauvaise santé réelle ou perçue, parce que certaines personnes, effectivement, avaient des reconnaissances en tant que travailleurs handicapés, donc des personnes qui ne pouvaient plus faire tel ou tel métier, telle ou telle profession, mais également perçues parce que les personnes qui n'avaient pas ces reconnaissances nous disaient qu'elles n'étaient pas aptes à travailler parce qu'elles avaient mal au dos, parce qu'elles avaient mal aux genoux, parce qu'elles étaient stressées, etc., etc. Et pour la dernière caractéristique, eh bien, pour un certain nombre de chômeurs, à la question « Est-ce que vous voulez retrouver un emploi ?», la réponse était « Non, je ne veux pas retrouver un emploi, je préfère rester à l'administration de l'emploi ». Donc il n'y avait pas de recherche active d'emploi et il n'y avait pas de volonté de retourner vers l'emploi. Si on prend ces 4 caractéristiques, on s'aperçoit qu'il y a presque les 3/4, 74%, des personnes qui présentent au moins une de ces caractéristiques qui peut être un frein pour le réemploi. Alors, quand on avait fait cette étude, il y avait eu donc le plan d'action national pour l'emploi qui avait été élaboré par la suite, et on avait tenu compte d'un certain nombre de ces résultats, de telle manière à proposer des mesures qui étaient plus adaptées par rapport aux caractéristiques des personnes qui étaient chômeurs de longue durée. Alors, cette étude est intéressante parce qu'elle nous donne un certain nombre de pistes, en particulier la piste qui montre que si on veut bien comprendre le processus et les mécanismes du chômage, bien sûr, les données
professionnelles, économiques sont importantes, mais les dimensions sociales et psychologiques peuvent apporter une valeur ajoutée qui permettent de mieux comprendre et peut-être de mieux intervenir auprès des personnes qui sont considérées dans ces études. Le problème, c'est que cette étude, comme je le disais, n'était focalisée que sur les demandeurs d'emploi de longue durée, donc il n'y avait aucune comparabilité avec des chômeurs qui restent simplement quelques semaines, voire quelques jours à l'administration de l'emploi, ou avec des personnes qui sont en situation d'emploi. Donc il n'y a pas de comparaison qui est possible, et donc l'étude, elle est focalisée, elle est ad hoc sur une seule population. L'autre problème, et là les études internationales le montrent, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à mettre en relation les variables qui sont étudiées. On ne sait pas ce qui est la cause et ce qui est l'effet. Est-ce que le ressenti, donc ces 4 caractéristiques qui ont été décrites et découvertes dans cette étude, sont le résultat du chômage ou est-ce qu'ils préexistent au chômage? Donc, l'idée qu'on a eue à cette époque était en fait de faire une étude non plus transversale comme celle que nous avions fait là, mais de faire une étude longitudinale, c'est-à-dire de suivre les chômeurs depuis leur arrivée à l'administration de l'emploi pendant une certaine période, afin justement de juger quelles sont les variables qui sont la cause et quelles sont les variables qui sont l'effet. Ce qui nous a amené donc à une deuxième étude, que l'on a appelée étude longitudinale des chômeurs, que j'ai réalisée avec M. Myers, et qui a été financée par le Fonds national de la recherche. Alors, l'idée principale de cette étude était en fait de s'intéresser, bien sûr, aux chômeurs de longue durée, mais vous voyez, on part de la population générale. De cette population générale, on a la population active avec les salariés et les indépendants. De ces personnes, un certain nombre vont devenir chômeurs, et parmi ces chômeurs, un certain nombre va devenir chômeurs de longue durée. Donc là, ce qui est en jaune, c'est la période où on s'intéresse. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le passage entre simplement une personne qui s'inscrit à l'administration de l'emploi et ces personnes qui deviennent alors chômeurs de longue durée. Le terme qui est utilisé, le concept qui est utilisé pour ce type d'étude, c'est ce qu'on appelle le profilage. Alors le terme n'est pas très joli, surtout en français, et il ne faut surtout pas comprendre ça comme les profilers aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rechercher des serial killers ou des choses comme ça. L'idée est simplement de créer des profils, avec une idée qui n'est pas du tout de stigmatiser les populations. On ne veut pas mettre les gens dans des cases. L'idée est de repérer le plus tôt possible les personnes qui présentent un risque de chômage de longue durée. Et ces études se réalisent un peu partout dans le monde, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse. Et l'idée est bien celle-ci. On veut décrire une population de telle manière à repérer rapidement les personnes qui présentent un risque de chômage de longue durée, afin d'appliquer des mesures adéquates pour aider ces personnes, pour les soutenir. Si on regarde un petit peu ce qui se fait dans les plans d'action nationaux, on avait fait des études il y a un certain temps où on comparait les mesures pour l'emploi dans les différents pays. On voit en fait que principalement il y a 2 caractéristiques qui vont orienter les personnes vers les mesures pour l'emploi. L'âge, est-ce que les personnes sont jeunes ou sont plus âgées? Et la formation, est-ce que les personnes ont une formation professionnelle ou n'ont pas de formation professionnelle? Et en fonction de ça, on va décliner un certain nombre de mesures qui restent quand même relativement faibles. Or, on s'aperçoit, quand on étudie les fichiers administratifs des services publics de l'emploi, qu'effectivement, il y a des personnes qui vont rester très longtemps au chômage, mais il y a aussi des personnes qui sortent très rapidement du chômage. Et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ces 2 caractéristiques, âge et formation, ne sont pas forcément uniquement suffisantes pour prédire quelles sont les personnes qui vont sortir le plus rapidement. Certaines personnes avec peu de qualifications, mais une grande expérience, vont sortir plus rapidement que des personnes qui ont beaucoup de certificats, beaucoup de diplômes, et qui vont rester alors et devenir chômeurs de longue durée. Donc l'idée, c'est de prendre un certain nombre de caractéristiques, de critères, et d'établir alors les profils des chômeurs, dans la perspective, bien sûr, de les aider pour les soutenir et sortir de l'emploi, sortir du chômage le plus rapidement possible et rentrer dans l'emploi. Donc la première étape va être d'établir des statistiques qui permettent de définir les profils.
pour quand les personnes vont venir, elles vont être rattachées à un type de profil avec un risque qui est plus ou moins important. Et dans un deuxième temps, c'est bien ça le but, c'est d'offrir un service différencié selon les profils des personnes. Et là, on retrouve ma formation initiale de différentialiste. On ne peut pas considérer les groupes dans leur ensemble et appliquer les mêmes mesures pour tous ces groupes. Au contraire, on essaie d'avoir une approche différenciée et de trouver la meilleure solution, la meilleure mesure, le meilleur soutien pour les différentes personnes qui viennent à l'administration de l'emploi. Alors ces études de profilage, si on regarde les différentes études qui ont été réalisées dans le monde, elles sont principalement basées sur les variables démographiques et socio-professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise les informations qui sont dans les bases de données administratives des services publics. Donc l'âge, le sexe, le diplôme, la profession, l'expérience professionnelle, enfin ce genre de variables. L'idée qu'on a eue, suite à l'étude sur les chômeurs de longue durée, a été de se dire, mais est-ce que les variables psychologiques, donc les traits de personnalité, les caractéristiques individuelles des personnes, ne peuvent pas nous aider à créer des profils qui sont plus proches de la réalité, donc plus proches des personnes, et donc aider de manière encore plus approfondie les personnes vers leur retour vers l'emploi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les études sur le chômage, il y en a une quantité très très importante, et on a toujours un gros problème pour déterminer les causes et les effets. Certaines études s'intéressent aux caractéristiques des personnes, caractéristiques sociales, psychologiques, économiques, et à partir de là, eh bien, ils s'aperçoivent que certaines personnes sont plus prédisposées à devenir chômeurs. C'est donc en fait que les personnes seraient inadéquates par rapport à un marché du travail pris à un moment donné en fonction de son contexte et de la conjoncture. Ce qui ne veut pas dire que dans l'absolu, ces personnes sont inaptes. Mais à un moment donné, la personne qui a tel diplôme, il n'y a pas de place pour cette profession, ne va pas trouver d'emploi. De l'autre côté, eh bien, on sait également que le chômage a un impact sur les dimensions individuelles. C'est-à-dire que le fait d'être au chômage va modifier les facteurs sociaux, facteurs psychologiques et des facteurs économiques. On se doute bien qu'une personne qui avait un salaire et qui n'a plus de salaire, ou une indemnisation, ou voire pas d'indemnisation, ces caractéristiques économiques vont être modifiées. Mais c'est le cas également au niveau social. On l'avait vu avec l'étude que j'ai présentée auparavant. On voit que les gens sont de plus en plus coupés des autres personnes et ne rencontrent pas d'autres personnes, se trouvent seuls. Et au niveau des facteurs psychologiques, le stress aussi, l'anxiété sont des facteurs qui peuvent être aggravés, accentués par la situation de chômage. Donc il y a une difficulté d'apporter une réponse sans équivoque. Donc la solution que nous avions trouvée était de travailler au niveau de l'interaction. C'est-à-dire qu'on va à plusieurs moments mesurer les caractéristiques des individus de telle manière à être capable à la fin de faire la part des choses entre caractéristiques de l'individu, situation de chômage, modification des caractéristiques. C'est pour ça que j'ai mis les deux flèches de chaque côté. Ça va là ? Alors la littérature, on dit comme ça, c'est pas la littérature française ou allemande, hein, c'est les papiers scientifiques qui sont publiés en psychologie et dans les autres domaines, nous montrent en fait qu'il y aurait 4 grandes dimensions qui peuvent être en relation avec le chômage. Il y a la dimension démographique, donc l'âge, le sexe, le statut marital. On sait très bien que, par exemple, les personnes qui sont plus âgées ont moins de chances de retrouver un emploi que d'autres. La dimension sociale, donc, qui concerne les comportements et les relations que les personnes entretiennent entre elles et avec d'autres salariés, mais également avec les patrons potentiels et les personnes qui travaillent dans les services publics de l'emploi. Et puis on a les dimensions professionnelles et économiques, donc c'est le type d'emploi qui est recherché et l'adéquation avec les offres du marché du travail. Comme je le disais tout à l'heure, certains emplois sont entre guillemets caducs et ne correspondent plus à une réalité économique actuelle. L'adéquation aussi entre la formation et l'emploi recherché, ça a l'air anodin, mais quand on avait fait l'étude sur les chômeurs de longue durée, certaines personnes nous disaient qu'elles voulaient faire une profession avec des diplômes qui sont reconnus et absolument nécessaires, mais ces personnes n'avaient pas les diplômes. Donc vouloir être architecte, si on n'a pas fait d'école d'architecture et si on n'a pas été à l'université, ça pose quand même un gros problème. Et
Ça a l'air comme ça bizarre, mais quand on discute avec certaines personnes, on voit que leur projet de réinsertion est totalement aberrant par rapport à leur parcours. C'est impossible. Un autre point, alors les économistes aiment beaucoup ça, c'est le problème de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Les Américains aiment beaucoup faire des études qui vont dans ce sens-là et montrent parfaitement que si on donne des indemnités qui sont trop importantes aux personnes qui sont au chômage, elles ne retournent pas facilement vers l'emploi. Après, moi, je ne prends pas parti, je vous dis ce qu'il est. Les aides familiales, donc effectivement, une femme qui a un mari qui a une très bonne situation n'a pas forcément de problème d'argent, même quand elle est au chômage. Et donc, l'aide de la famille va faire qu'elle aura peut-être plus de temps pour retourner vers l'emploi. Et puis également, à l'inverse, les emprunts, les dettes que les personnes ont peuvent être plus ou moins un accélérateur pour retrouver un emploi. Et dernière dimension, ce sont les dimensions psychologiques. Donc, ce sont les mécanismes adaptatifs que les personnes vont mettre en œuvre pour sortir du chômage et pour la réinsertion. Alors, j'ai simplifié un petit peu ici pour vous montrer un petit peu le type de dimension, mais je reviendrai tout à l'heure sur celles que nous, on a utilisées. Il y a les aptitudes cognitives. Alors, entendons par aptitudes cognitives, ce ne sont pas seulement l'intelligence, comme on en parle souvent, l'intelligence générale, c'est-à-dire l'abstraction, le mathématico- arithmétique, c'est tout ce qui touche aussi à l'intelligence sociale, donc la manière dont les personnes entrent en relation avec les autres et se comportent avec les autres, l'intelligence émotionnelle, qui au niveau de l'emploi est quelque chose qui est très important, c'est la manière dont la personne reconnaît les émotions et peut gérer ses émotions. On sait très bien que dans le monde du travail, si on ne gère pas ses émotions, à un moment donné, on aura forcément un problème avec ses collègues ou avec son patron. Et donc, en fait, ce sont tous ces types d'aptitudes dites cognitives. On a également les traits de personnalité. Donc, ce sont des caractéristiques individuelles qui caractérisent, par exemple, l'ouverture vers les autres, qui est la conscience, la manière dont on travaille, etc. Les intérêts professionnels, bien sûr, mais aussi les intérêts par rapport à sa vie. Et tout ce qui est attitude. Donc, les attitudes, ça va être la manière de penser par rapport à quelque chose. Et en particulier ici, c'est comment je ressens le chômage, ou alors quelle est la centralité de mon métier, de ma profession par rapport à ce que je suis. Certaines personnes considèrent que la chose la plus importante pour eux, c'est leur travail, et donc le fait de perdre un emploi va avoir des conséquences fortes sur leur attitude par rapport à l'emploi, ils vont trouver qu'ils sont exclus de la société, quand d'autres, on travaille pour gagner un peu d'argent, et puis on a beaucoup de choses qu'on peut faire à côté. Alors, ces variables, soit ce sont des variables qui influencent la durée du chômage, soit au contraire, ce sont des variables qui peuvent être affectées par la durée du chômage. Et vous voyez que certaines se retrouvent des deux côtés parce qu'on peut imaginer potentiellement qu'elles sont soit une conséquence, soit un effet une cause du chômage. Alors, variable démographique, âge, sexe, nationalité, comme je le disais tout à l'heure, l'âge peut avoir un effet négatif. Plus on est âgé, moins on a de facilité pour trouver un emploi. Le statut marital, dans les études qu'on a faites en longitudinal, on s'aperçoit effectivement qu'une personne qui était plutôt mariée au début de sa période de chômage se retrouve divorcée parce que le chômage a impliqué des conflits avec le conjoint et fait que les personnes changent de statut marital. Au niveau des variables sociales, il y a donc toutes les compétences sociales, l'emploi du temps, les stratégies de recherche d'emploi. Et au niveau professionnel et économique, la formation, les compétences, mais aussi tout ce qui touche à la formation d'insertion, mesures pour l'emploi, etc. Et pour les variables psychologiques, comme je le disais tout à l'heure, les aptitudes cognitives, auto-efficacité, estime de soi, extraversion. Je vais revenir sur tous ces concepts un petit peu après, et centralité du rôle professionnel, et un nouveau concept, la normalisation, qui est en fait le fait que certaines personnes, puisque tout le monde passe plus ou moins par une période de chômage dans sa vie, considère que la situation de chômage est devenue quelque chose de banal. Mais je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. Alors donc, une approche longitudinale, on a utilisé ce qu'on appelle une cohorte, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui s'inscrivaient pour la première fois à l'administration de l'emploi et on les a suivis pendant 12 mois avec des prises de données tous les 6 mois. Donc, première prise de données juste quand ils arrivaient à l'administration de l'emploi.
On a choisi des personnes qui arrivaient à l'administration de l'emploi pour qu'il n'y ait pas d'effet par des périodes de chômage précédentes, puisqu'on a dit que ça pouvait jouer sur la manière dont les personnes vivaient ce passage à l'administration de l'emploi, à 6 mois et à 12 mois. Donc on a utilisé des questionnaires dits standards, c'est-à-dire que ce ne sont pas des questionnaires qui ont été élaborés par nous, ce sont des questionnaires qui sont utilisés dans les études en psychologie et dans les études épidémiologiques. Donc on les a soit traduits quand ils étaient en anglais ou allemand, et on avait en fait 3 versions, une version française, une version allemande et une version portugaise. Tout ça a été informatisé, et on a utilisé 2 types de supports, le format écrit et également un certain nombre d'images pour les personnes qui avaient un peu de difficulté avec la lecture. Et l'utilisation de l'ordinateur était de 2 types, soit les personnes écrivaient leurs réponses directement avec un clavier, soit les personnes utilisaient un pointeur, ce qui faisait qu'elles n'avaient pas besoin de connaissances préalables au niveau de l'informatique. Et surtout, ça permettait d'éviter un biais qui existe dans les études qui sont par ordinateur, qui est l'anxiété par rapport aux ordinateurs. Certaines personnes, après un certain âge, n'ont jamais utilisé d'ordinateur, et les mettre devant un ordinateur les rend anxieux, et ils répondent en fait, ils donnent des réponses qui ne sont pas celles qu'ils auraient données s'ils n'avaient pas été anxieux. Donc l'échantillon, seul critère, savoir lire, première inscription, anonymat complet, nous n'avions absolument aucune connaissance des personnes que nous rencontrions, tout était basé sur les placeurs de l'ADEME qui nous envoyaient les personnes et qui faisaient le suivi au cours de l'année. Nous avons interrogé 384 personnes, et cet échantillon était totalement représentatif, non pas de tous les chômeurs, mais de tous les chômeurs nouveaux qui arrivaient à l'administration de l'emploi. Donc on avait en termes de proportion hommes-femmes, d'âge, de type de profession, une représentativité par rapport à la population. On avait environ 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, entre 15 et 65 ans. 35% étaient luxembourgeois, 65% étaient non luxembourgeois, avec une formation initiale de 28% théorique et de 69% technique et quelques données manquantes. Alors les variables qui ont été étudiées. Donc le premier type de variables, comme je le disais, sont les variables socio-professionnelles. Donc ce sont généralement les variables qui sont les plus faciles à obtenir, puisque ces informations sont déjà dans les fichiers de l'administration de l'emploi, mais c'est aussi le type d'information que les personnes donnent très facilement. On leur demande leur formation, le secteur d'activité dans lequel ils veulent travailler, leur expérience, les secteurs professionnels réalistes. On fait la différence entre demandé et réaliste, justement par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où il y avait des décalages entre ce que les gens voulaient faire et ce qu'ils pouvaient faire. La branche professionnelle, le montant des revenus, les emprunts et est-ce qu'ils avaient une indemnisation du chômage, plus d'autres petites variables comme l'âge, etc. Au niveau des variables psychologiques, on avait plusieurs types. Le premier type, ce sont tout ce qui touche à la personnalité, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. En particulier, je reviens sur quelques-unes, mais il y en avait un peu plus, c'est simplement pour vous donner un peu une idée par rapport à ce que nous avons étudié. Il y avait la dimension ouverture, c'est-à-dire comment les personnes acceptent ou résistent au changement. Et le chômage est un changement, c'est une transition dans la vie professionnelle. Donc certaines personnes vont plutôt bien s'adapter et rapidement à ce changement, quand d'autres vont résister absolument à ce changement. La conscience, c'est le fait d'être consciencieux, donc avoir une autodiscipline, le respect des obligations, et puis avoir des buts dans la vie qu'on essaie d'atteindre. L'extraversion, c'est les personnes qui vont vers les autres, qui sont expansifs, qui parlent facilement. L'estime de soi, donc c'est la manière dont on va juger positivement ou négativement les actions qu'on fait. La centralité de soi, donc là c'est 4 dimensions, être bien adapté, avoir confiance en soi, être efficace, croire que l'on est l'agent de ce qu'on fait et avoir une image positive de soi-même et de ses capacités. Le contrôle perçu par rapport au chômage, c'est le fait d'avoir l'impression qu'on gère sa situation de chômage et que c'est par soi-même qu'on va sortir du chômage par les démarches que l'on fait. L'auto-efficacité, c'est donc être capable de réussir dans un domaine précis, en particulier ici, par rapport au chômage. Et comme dit tout à l'heure, un certain nombre d'aptitudes cognitives ont été mesurées. 4 éléments de santé mentale, l'anxiété, le stress, la dépression est quelque chose qui est un petit peu plus général qu'on étudie dans
des études épidémiologiques, en particulier sur le travail et l'influence du travail sur la santé mentale. Alors je suis désolé, le terme santé mentale n'est pas du tout joli, mais c'est le terme qui est utilisé habituellement en psychologie, donc c'est pour ça que je l'ai laissé, donc le mal-être perçu, donc la manière dont la personne se sent par rapport à sa vie. Et puis un dernier type de variables psychologiques qui étaient donc les réseaux sociaux, les attitudes. Donc c'était le soutien social dont les personnes pouvaient bénéficier et la satisfaction de ce soutien social, les compétences sociales et également la centralité du rôle professionnel. Donc quelle est l'importance que prend le travail pour la personne dans sa vie. Donc les buts finaux, je rappelle, donc mettre en relation les facteurs qui ont été étudiés avec la durée de chômage, donc on est bien dans le cadre du profilage, mais également de vérifier comment ces caractéristiques, comment ces dimensions psychologiques évoluent en fonction de la durée du chômage. Et donc de déterminer quelles sont ces dimensions, quelles sont ces caractéristiques qui peuvent prédire la durée du chômage et donc le risque individuel pour mettre en place une remédiation et un soutien qui est adapté. Alors, très rapidement, le type de questions qui était utilisé. Ici, vous avez une question en français sur la manière dont les personnes se sentent capables de faire quelque chose. Et une par rapport au type de poste, au type de place que les personnes veulent chercher en allemand. Donc, vous voyez, la personne avait juste avec son stylet à cliquer dessus. Alors, partant de cet ensemble d'informations, on a réalisé une analyse en 2 étapes. La première étape a été de prendre l'entièreté des variables psychologiques pour essayer de créer des groupes, des classes, des profils de personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle une typologie, et cette typologie est en 5 groupes, et elle n'a été créée que sur les variables dites psychologiques. Le premier groupe, alors on donne des noms par rapport au groupe pour synthétiser un petit peu ce que ça représente, mais les termes peuvent être tout à fait changés et il n'y a absolument aucun jugement de valeur, c'est simplement pour repérer. On aurait pu appeler type 1, type 2, type 3, type 4. Alors les insérer, là je vous demande juste de regarder au niveau des dimensions psychologiques. Ce sont des personnes qui sont à l'aise, qui ont une estime d'eux qui est forte, qui sont ouverts aux nouvelles idées, qui sont confiants dans leur efficacité, consciencieux, des aptitudes cognitives importantes, plutôt extravertis, vont vers les autres, soutien social important et ils sont satisfaits de ce soutien social, et ils sont peu anxieux, peu stressés, peu déprimés. Donc ça, c'est ce premier groupe. Le deuxième groupe, qui a été appelé assidus, ce sont des personnes qui ont eu une activité professionnelle importante, voire très importante, qui se sentent efficaces, qui sont consciencieux, qui ont des aptitudes cognitives moyennes ou inférieures, et qui ont peu de soutien social. Les désaffiliés, donc peu d'activité professionnelle, et ce sont des personnes qui se considèrent comme peu consciencieuses. Le quatrième, les anxieux, donc ce sont des personnes aussi avec des aptitudes cognitives plus faibles, une estime de soi qui est faible, peu d'ouverture aux idées, une anxiété sociale qui est très importante, des états dépressifs, du stress et peu de soutien social. Et enfin, les dévalorisés, qui sont des personnes plutôt introverties, mal à l'aise, avec une estime de soi faible, qui se sentent peu efficaces, qui ont très peu d'activités professionnelles, qui sont peu consciencieux, anxiété sociale, stress et état dépressif assez marqués, et peu de soutien social, et ils ne sont pas satisfaits de ce soutien social. Donc, partant de nos très nombreuses variables, on arrive à créer ces 5 groupes. Donc, on s'est dit, on a gagné. Les variables psychologiques nous donnent des groupes. Mais si on regarde de manière un peu plus précise, si je reprends les caractéristiques socio-professionnelles des personnes, on n'a pas fait l'analyse dessus, mais si je reprends les caractéristiques socio-professionnelles, on est également capable de caractériser ces groupes qui ont été créés sur la base des variables psychologiques. Donc les insérés de tout à l'heure, donc ces personnes qui étaient à l'aise avec une estime d'eux qui était forte, on s'aperçoit que ce sont surtout des cadres luxembourgeois avec une forte formation théorique, qui ont des revenus élevés, qui ont des dettes moyennes à élever et qui ont un âge moyen de 31 ans. À l'inverse,
les désaffiliés, ce seraient des personnes qui ont une formation théorique, qui sont plutôt employés cadres, qui ont des revenus très faibles et qui ont un âge moyen plus faible, puisqu'il est de 28 ans. Donc les variables nous donnent des profils, mais en fait, le socio-professionnel nous permet de caractériser aussi ces groupes. Donc, faire des analyses aussi compliquées, faire passer des questionnaires très longs à des chômeurs pour arriver à un résultat qui est avec un recouvrement assez fort, c'est peut-être pas la peine de le faire dès le premier jour d'arriver à l'administration de l'emploi. Malgré tout, si on regarde à 12 mois, donc entre 0 et 12 mois, si ces 5 types de profils prédisent la durée du chômage, eh bien on s'aperçoit que oui, puisque les anxieux et les dévalorisés sont plus souvent chômeurs de longue durée que les insérés, les assidus et les désaffiliés. On a 40% d'anxieux et dévalorisés qui deviennent chômeurs de longue durée, et on a seulement 23% pour les insérés, assidus et désaffiliés. Donc la typologie créée sur les variables psychologiques permet de prédire si une personne deviendra chômeur de longue durée ou pas. Maintenant, si on compare l'évolution des caractéristiques psychologiques, eh bien, contrairement à ce qu'on trouve dans les études qui ont été faites dans d'autres pays, la comparaison entre 0,6, 6, 12 montre qu'il y a très peu de variabilité des variables psychologiques. Donc, contrairement à beaucoup d'études, à Luxembourg, à l'époque où nous avons fait cette enquête, eh bien, les chômeurs ne devenaient pas plus stressés parce qu'ils étaient au chômage depuis une durée qui était plus longue. Ils ne devenaient pas plus anxieux parce qu'ils étaient au chômage depuis plus longtemps. Il y a peu de changements pour la période de chômage. La seule variable qui diffère, c'est la manière de faire face et les stratégies qui sont utilisées par les personnes pour accepter la situation de chômage. Alors si maintenant on essaie, sur la base de l'ensemble des variables psychologiques, c'est-à-dire que là je ne suis plus avec les typologies, mais vraiment avec les caractères, je rentre tout ça et j'essaie de voir si je suis capable de dire quelle personne va être chômeur de longue durée et quelle personne va sortir du chômage avant 12 mois. Eh bien je vois que si je prends les variables socio-professionnelles, âge, revenu, allocation, j'arrive à prédire près de 72,5% si la personne devient chômeur de longue durée ou ne devient pas chômeur de longue durée. Et si maintenant je rajoute, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse, quelle est la valeur ajoutée des variables psychologiques par rapport aux variables socio-professionnelles, eh bien je passe à 73,8, c'est-à-dire que je prédis seulement 1,3% de mieux que les variables socio-professionnelles. Autrement dit, là, on peut se dire, la valeur ajoutée de mon profilage psychologique, il est nul, il n'y a rien. Mais, si on segmente, on s'intéresse à une prédiction à 6 mois et la prédiction entre 6 et 12 mois, on voit qu'entre 0 et 6 mois, 75% des personnes sont bien classées par les variables socio-professionnelles et on passe à 77% si je rajoute les variables psychologiques. Mais entre 6 et 12 mois, le gain, il est de 63 à 75%. J'ai un gain de 12% de mieux. Alors 12% de mieux, ça peut paraître faible, mais si on prend les chiffres du chômage actuel, qu'on considère qu'il y a 40% des personnes qui vont devenir chômeurs de longue durée, 12%, ça représente, j'ai fait le calcul ce matin, ça représente entre 850 et 900 personnes. Donc ces 12 petits pourcents, c'est 900 personnes que l'on pourrait aider de manière plus approfondie et plus différenciée que ça n'est fait en ne considérant que les variables socio-professionnelles. Alors les conclusions de cette étude, la première chose, c'est qu'il y avait une importance du contexte luxembourgeois. Cette étude a été faite à la fin des années 2000. Donc la période de crise n'était pas là, un taux de chômage qui était beaucoup plus faible que maintenant, une création d'emplois qui était importante, et les résultats que l'on trouve en particulier, qu'il n'y a pas d'impact du chômage sur les variables psychologiques, peut s'expliquer par un contexte économique et une conjoncture qui sont bonnes. Néanmoins, on voit que dans le chômage, il y aurait 2 périodes. La première période entre 0 et 6 mois, et là, les résultats sont clairs et nets.
utiliser les variables socio-professionnelles telles que c'est utilisé maintenant dans les services publics permet tout à fait de remplir les missions de l'ADEME. Par contre, entre 6 et 12 mois, ajouter des dimensions psychologiques permettrait en fait d'avoir un complément pour essayer de prédire quelles sont les personnes qui vont devenir chômeurs de longue durée. D'une manière générale, on retrouve des résultats qui ont été trouvés par une étude en 2008, c'est que les dimensions psychologiques prises seules sont peu prédictrices de la durée du chômage, sauf pour les personnes qui ont un très gros risque et une très grande difficulté pour retrouver un emploi. C'est ces 12% qu'on a vu tout à l'heure. Et je rappelle encore une fois, parce que ça représente quand même presque 1000 personnes qui pourraient être aidées d'une manière différente. Alors le fait que certaines variables psychologiques qu'on retrouve dans d'autres études internationales ne varient pas, en particulier le stress, la santé mentale, etc., nous a fait penser à un autre concept qu'on appelle la normalisation du chômage, c'est-à-dire que les personnes, puisque pratiquement tout le monde va connaître dans sa vie une période de chômage, que le taux de chômage est de plus en plus important, il se mettra en place un mécanisme de défense, j'insiste bien là-dessus, c'est un mécanisme de défense inconscient qu'on appelle la banalisation du chômage. Autrement dit, ce n'est pas que les personnes considèrent que le chômage est normal et naturel, mais pour se protéger par rapport aux effets négatifs de la perte d'emploi et de cette transition qui est difficile pour certaines personnes, elles mettent une barrière qui est la normalisation. En fait, je suis chômeur, mais je suis comme tout le monde, puisque tout le monde sera chômeur un jour ou l'autre, et on est de plus en plus nombreux. Donc c'est une étude qu'on a réalisée avec Anne Pignot en partenariat avec l'administration de l'emploi et Pôle emploi en France. Et cette étude est toute neuve, puisqu'on a pris les données l'année dernière, et je vais vous présenter simplement quelques résultats de celle-ci. Alors, première dimension de la normalisation, c'est ce qu'on a appelé la banalisation du chômage. Donc ici, vous avez 3 questions. Le chômage est une étape inévitable dans la vie. Il est normal aujourd'hui de connaître le chômage, et le chômage est maintenant une étape normale dans la carrière. Et on s'aperçoit que, pour la première question, le chômage est inévitable dans la vie, eh bien les gens sont plutôt en désaccord avec cette affirmation. C'est la bande bleue que vous avez ici, puisqu'on a près de 35% qui répondent qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. À l'inverse, on voit qu'il est normal aujourd'hui de connaître le chômage, et le chômage est maintenant une étape normale dans la carrière. On s'aperçoit que les gens sont plutôt en accord, puisque c'est les 2 valeurs qui sont les plus importantes, ici en marron et en vert, mais également tout à fait d'accord avec ça. Donc ça irait dans le sens qu'effectivement, il y aura un certain processus qui se met en place de banalisation de la situation du chômage. Et si on compare ces réponses en fonction du sexe, de l'âge et de l'expérience du chômage, puisque là on a interrogé 700 personnes, tous 700 chômeurs, tout venant dans les couloirs de l'administration de l'emploi, donc des personnes qui avaient déjà connu des périodes de chômage ou d'autres qui étaient des nouveaux chômeurs, il n'y a aucune différence entre les groupes. Deuxième dimension de la normalisation, c'est ce qu'on appelle le fun employment. C'est de considérer que la situation de chômage n'est pas forcément une fin en soi et n'a pas forcément un impact négatif pour soi. Autrement dit, ces personnes qui se retrouvent au chômage vont considérer cette période de transition comme une période positive qui va leur permettre de faire autre chose, qui va leur permettre de ne pas forcément accepter n'importe quel type d'emploi, mais de faire un choix parmi les emplois qui leur sont proposés, voire de faire une conversion professionnelle, en tout cas de prendre un petit peu plus de temps, parce qu'ils ont la possibilité, qu'ils sont indemnisés, etc., de travailler sur un nouveau projet professionnel et de faire des choses en parallèle. Donc là, on avait également 3 questions. Retrouver un travail n'est pas une priorité pour moi. Depuis que je suis au chômage, je me sens mieux qu'avant. Être au chômage est une situation qui ne me déplaît pas. Et là, on voit clairement que pour ces 3 questions, les chômeurs luxembourgeois sont totalement en désaccord avec ce fun employment, puisqu'ils répondent tous pas du tout d'accord, ou pratiquement tous pas du tout d'accord.
Si on compare en fonction du sexe et de l'expérience du chômage, il n'y a pas de relation. Par contre, il existe une différence en fonction de l'âge. Les jeunes, les plus jeunes qui ont été interrogés, seraient plutôt, plus fortement en accord avec ces 3 questions que les personnes qui sont plus âgées. Donc là, ça va bien encore dans le sens d'une normalisation et d'une banalisation du chômage. Les plus jeunes, qui sont des personnes qui ont toujours connu la situation de chômage, la situation de crise, sont des personnes qui iraient plus à être d'accord pour ce type de questions. Alors si on compare maintenant les résultats de certaines de ces questions, là j'en ai retenu 3 parce que c'est les 3 qui sont significatives. Le chômage est maintenant une étape normale dans la carrière. Retrouver un emploi n'est pas une priorité pour moi et depuis que je suis au chômage, je me sens mieux qu'avant. Il existe une différence significative entre le Luxembourg et la France. Ici, vous avez de 1, pas du tout d'accord, à 4, tout à fait d'accord. Et on voit que la France, qui a une situation d'emploi qui est encore moins bonne, un taux de chômage qui est plus important, une réinsertion professionnelle des chômeurs qui est plus difficile, eh bien, aurait plutôt tendance à répondre en accord avec les dimensions de banalisation et de fun employment. Donc, ça veut dire aussi que par rapport à maintenant, si la situation de chômage augmentait au Luxembourg, on aurait peut-être des valeurs qui commenceraient à augmenter aussi pour notre pays. Alors en termes de conclusion, puisque je crois que je suis arrivé parfaitement à l'heure, pour ces trois études, 3 perspectives, premier élément, au niveau de l'employabilité perçue par les chômeurs de longue durée, on peut voir que cette employabilité, ils jugent leur employabilité plutôt d'une manière négative. Et donc, il serait certainement nécessaire d'utiliser de la remédiation psychologique, c'est-à-dire du soutien psychologique, de travailler sur la motivation, de travailler sur la centralité du rôle professionnel. Même si on est chômeur, la profession, le métier doit rester quelque chose qui est important si on veut être réinséré. Sur la perception de soi, on a vu tout à l'heure que la perception était plutôt jugée négativement, etc. Donc là, je pense qu'il y a des choses à mettre en place qui sont plutôt du ressort des psychologues et des spécialistes des dimensions psychologiques. J'espère que les conventions et les collaborations que nous avons avec le ministère du Travail et l'administration de l'Emploi vont continuer et qu'on va pouvoir développer un certain nombre de choses dans ce cadre. Deuxièmement, le profilage psychologique. Eh bien, si on fait un profilage psychologique, il est nécessaire de le faire après 6 mois pour détecter les risques de chômage de longue durée. Embêter les personnes quand elles arrivent à l'administration de l'emploi, ça ne sert à rien, en leur faisant passer des questionnaires d'intérêt, des inventaires, etc. Mais par contre, l'utilisation des inventaires de personnalité, d'anxiété sociale que nous, on a utilisés pourrait être certainement une plus-value pour la période entre 6 et 12 mois et donc permettrait d'intervenir avant que les personnes deviennent chômeurs de longue durée. Troisième élément, la banalisation de la situation chômage qui peut avoir un impact sur la durée du chômage, mais également sur la santé mentale des personnes. Et bien là, il y aurait aussi besoin de faire un travail sur des stratégies de recherche d'emploi, sur des techniques de recherche d'emploi, de telle manière à ce que la personne se sente toujours acteur, moteur de son insertion et ne banalise pas la situation de chômage en pensant que tout le monde, un jour ou l'autre, sera au chômage. Alors, comme je le disais, j'espère qu'on va pouvoir continuer notre travail. Il y a quand même du monde qui est venu, je suis très content. Je vous présente ici un certain nombre d'articles, de chapitres qui ont été publiés à la suite de ces recherches. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Thank you.